Peu de gens le savent, mais à une époque, Philip Morris est devenu le numéro 1 de l'agroalimentaire et son influence se trouve encore aujourd'hui dans ton assiette. Bienvenue dans ce Storytime du vendredi où je vais te raconter le jour où l'industrie du tabac et de la nourriture ne faisait qu'un. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je parle de nutrition et d'hygiène de vie pour ta santé, pour ton énergie, ta productivité, au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et comme tu peux le voir, parfois j'en profite pour raconter des petites histoires sur l'histoire de l'agroalimentaire et peut-être à l'avenir d'autres sujets. Si tu as suivi les précédentes vidéos Storytime, tu connais General Foods. General Foods, c'était une très grosse entreprise d'agroalimentaire qui est notamment à l'origine du produit Jell-O, qui est le premier produit, on va dire, avec des vrais additifs chimiques synthétiques qui a circulé sur le marché et qui a ouvert la porte aux additifs chimiques pour le reste de l'industrie. Et donc General Foods, ce gros géant de l'agroalimentaire, se portait pas forcément très bien financièrement dans les années 80. Et en 1985, c'est Philip Morris qui décide de racheter General Foods pour la coquette somme de 5,5 milliards de dollars. Bien sûr, l'entreprise a des idées derrière la tête, elle compte vraiment rentabiliser son investissement et décide vraiment d'investir sur les différentes marques de General Foods, et ça va plutôt bien marcher. Ils vont pouvoir utiliser toutes les compétences de marketing qu'ils avaient accumulées jusque-là et qui commençaient à ne plus vraiment pouvoir utiliser de par la mauvaise image que commençait à colporter le tabagisme, par exemple, qui dans les années 80 pour le coup était en train de s'en prendre vraiment plein la figure, jusqu'aux années 90 où là ça allait plus loin, mais j'y reviendrai. Et ça va plutôt bien marcher puisqu'en 1989, l'agroalimentaire va représenter 51% du chiffre d'affaires de Philip Morris. Et c'est pas seulement sa plus grosse branche d'affaires dans son groupe, mais c'est également ce qui va le mettre au rang de numéro 1 de l'industrie, de numéro 1 du secteur. Pour te donner une idée du titan que c'est devenu au niveau agroalimentaire, eh bien à cette époque, 10 centimes de chaque dollar dépensé pour faire ses courses pour un Américain moyen allait dans la poche de Philip Morris. Et donc avec General Foods, l'entreprise avait une marque de boissons sucrées qui s'appelait Kool-Aid, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui visait à être un concurrent de Coca-Cola ou Pepsi par exemple, dans le domaine des boissons sucrées. Le truc c'est que cette marque, elle commençait à perdre pas mal d'élan, et Philip Morris y a vu une opportunité de changer un peu l'image de cette boisson, et notamment ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont inclus une toute petite portion de jus naturel de fruits dans cette boisson sucrée, et ils ont commencé à le vendre comme contenant du coup des fruits naturels, comme ayant des antioxydants, parce qu'il y avait un petit peu de fruits, etc. Et ils se sont rendus compte que mettre un tout petit peu de jus naturel dans cette boisson, ça demandait un investissement qui était vraiment minime par rapport au retour sur investissement qui était juste colossal par rapport au poids marketing de pouvoir se vanter d'avoir des fruits naturels dans sa boisson sucrée. Également, là où Philip Morris ne pouvait plus du tout atteindre les jeunes avec son marketing, parce qu'en fait la présence des cigarettes par exemple était totalement interdite des bandes dessinées ou des différents médias qui étaient destinés aux jeunes. Et du coup, ils ont pu mettre cette force marketing au service de cette boisson, notamment en faisant un partenariat avec l'éditeur de comics Marvel, donc c'est-à-dire l'éditeur de comics qui est à l'origine des Avengers, de Spider-Man, voilà tous ces super-héros que tu connais très bien. Et ils ont fait une série limitée de bandes dessinées du Kool-Aid Man, qui était la mascotte de la marque de Philip Morris. Et en rachetant General Foods puis Kraft quelques années après, l'entreprise s'est retrouvée en fait avec le plus gros centre de recherche, en tout cas le centre de recherche le plus avancé du secteur. Et donc ils en ont profité pour expérimenter sur un sucre bien particulier qui s'appelle le fructose. En fait, pour que tu reprennes un petit peu leur cheminement, quand ils se sont rendus compte que parler des fruits en guise de sucre, remplacer l'image du sucre qu'ils mettaient dans leur boisson par les fruits, ça permettait vraiment d'ajouter une connotation saine à leurs produits, et qu'il y avait ce retour sur investissement marketing qui était juste énorme. Et donc le fructose étant le sucre qui provient des fruits, ils se sont dit, si on utilisait ce sucre-là à la place et uniquement ce sucre-là, eh bien on aurait une force de frappe assez énorme. Et c'est pas le seul avantage du fructose. En fait, si tu veux, sur une échelle de 0 à 100, pour ce qui est du pouvoir sucrant, donc on est loin de l'indice glycémique dont je t'ai déjà parlé dans les autres vidéos, là ça n'a pas de rapport avec la glycémie dans ton sang, je parle vraiment de pouvoir sucrant dans ta bouche et pour ton cerveau, pour ta perception des goûts. Eh bien, par exemple, là où le sucre de table, l'indice du sucre de table serait 100 en pouvoir sucrant,
ben, le glucose est à 74, le glucose qui est pas mal utilisé dans l'industrie, eh bien le fructose, donc le sucre contenu dans les fruits, est à 173. Le truc c'est que si tu extrais le fructose des fruits, ben, il te reste plus grand chose des fruits en fait. C'est-à-dire que le processus d'extraction, je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les jus de fruits, c'est d'en fait prendre le jus d'un fruit, donc on pèle le fruit, ensuite on extrait le jus, et ce jus là on va faire s'évaporer toute l'eau qu'il y a dedans, du coup tous les nutriments, toute l'eau va partir, il va te rester les solides qui sont en fait le sucre, et ça donne du fructose. Et on l'extrait en général soit du raisin, soit de la pomme. Donc deux aliments qui ont une grosse connotation saine d'un point de vue marketing, d'un point de vue image. Et le fructose, il a pas mal d'avantages dans l'industrie. Il permet d'obtenir ce côté brun, ce côté un peu caramélisation qui imite en fait cette cuisson maison qu'on fait au four. Également, il permet d'obtenir des textures assez dingues, assez moelleuses aussi. Ça permet par exemple à des cookies de ne pas durcir et de garder une texture assez moelleuse, même si tu les achètes de manière industrielle. Et surtout que ce pouvoir sucrant énorme, il a l'avantage de rendre beaucoup plus addictif en ayant besoin de moins de sucre. Donc c'est beaucoup moins cher, mais les clients en consomment plus. Et donc ça revient à diminuer le coût de production, mais augmenter drastiquement les ventes derrière et les marges. Et le tout avec une image plus saine. Donc c'est vraiment un pari qui était assez novateur pour l'époque et qui a été vraiment différenciant dans la stratégie marketing et dans le succès financier du groupe par la suite. Mais le fructose, il a quand même un gros inconvénient d'un point de vue industriel, c'est qu'il supporte très mal la présence d'humidité, la présence d'eau. Et en présence d'eau, il a tendance à cristalliser. Donc ça rend impossible l'utilisation exclusive du fructose pour sucrer ses produits. Et donc Philip Morris va investir beaucoup d'argent et mettre à profit ce centre de recherche dont ils ont hérité avec l'acquisition de General Foods et Kraft. Et ils vont lancer des recherches, ils vont vraiment mettre toute une équipe de recherche sur l'élaboration d'une version waterproof du fructose qui tolérerait donc très bien l'eau et qui permettrait d'utiliser exclusivement le fructose dans certains produits. Ils y sont parvenus et certains produits ont vraiment bénéficié de cette découverte, comme par exemple le Tang qui appartenait au groupe Philip Morris, qui était vendu comme ayant 10% de sucre en moins mais un goût d'orange beaucoup plus prononcé. Également le Kool-Aid, donc la boisson dont je t'ai parlé plus tôt, qui était vendu comme ayant 25% de sucre de moins que le Coca et le Pepsi. Le truc, c'est qu'en 1998, là où les procès contre le tabac battent leur plein, il y a vraiment un énorme scandale autour du tabagisme. En 1998, Philip Morris est condamné à verser 365 milliards de dollars à des fonds de santé, qui est, tu l'imagines bien, vu la somme colossale, un énorme coup dur pour le groupe. Le truc, c'est que les inquiétudes face à l'obésité et à la malnutrition commencent à vraiment grandir au niveau des consommateurs. Et donc, le groupe Philip Morris s'inquiète du poids que ça va prendre et ne veut pas se retrouver avec une deuxième situation similaire. Et c'est pour ça que progressivement, de 2001 à 2007, Philip Morris va prendre la décision de se séparer de sa branche d'agroalimentaire et va petit à petit vendre ses parts jusqu'aux dernières. En 2007, les dernières parts d'agro de Philip Morris sont vendues et donc ils se sont retirés de ce secteur-là. Néanmoins, ils ont quand même une patte qui se retrouve toujours aujourd'hui dans ton assiette, c'est cette utilisation, ce nouveau fructose qui est encore aujourd'hui utilisé dans certains produits industriels. Voilà, tu pourras briller autour de ton entourage avec cette petite anecdote. J'espère que ce format en tout cas te plaît toujours autant. Mon but en te racontant ces histoires assez méconnues, c'est que tu puisses voir un petit peu comment fonctionne le système au niveau de l'agroalimentaire, comment il a évolué, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui sur des problèmes de malbouffe en fait, sur les problèmes d'alimentation actuels. Et selon moi, mieux comprendre le problème, ça permet de mieux l'adresser ensuite et c'est toujours un vrai plus de savoir tout ça. Selon moi, certains industriels de l'agroalimentaire, pas tous, mais certains, ne valent pas forcément mieux que l'industrie du tabac, et parfois les deux ne sont même pas dissociables comme je viens de te le montrer avec cette histoire. En tout cas, si tu veux aller plus loin, plus sur des conseils au niveau de ton hygiène de vie et de ta santé, pour ton énergie et ta clarté mentale, je t'invite à t'inscrire à ma liste email, je te mets un lien dans la description. Ça permet de t'inscrire pour recevoir 2 à 3 emails de ma part par semaine. Mon but c'est vraiment de t'apporter un maximum de valeur dans ces emails, c'est entièrement gratuit, ça n'engage à rien. Je te parle un peu aussi de mes expériences personnelles, je vais plus loin dans les concepts que j'aborde dans mes vidéos. Si jamais ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire en un seul clic. Voilà, je te dis donc à très vite dans ta boîte mail et à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.